Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, mine de rien je vais évoquer un monument du cinéma japonais, même si ça ne fait pas partie de ces films qu'on va citer spontanément quand on pense à ce pays, à tort certainement, car il a été classé 3e dans un bilan fait par cinéastes et autres critiques de ce pays, donc parmi les films les plus influents et les plus importants donc de l'industrie nippone. Il s'intitule Nuages flottants, très joli titre. En version originale, ça donne Ukigumo, et c'est donc peut-être l'œuvre la plus connue. Parfois, on dirait la meilleure, mais ça, il faudrait avoir tout vu d'un cinéma qu'on ne verra jamais dans son entièreté, parce qu'il y a eu des œuvres perdues, de monsieur Mikio Naruse, dont j'ai découvert le travail il y a quelques semaines à peine, et j'avais vraiment apprécié, le grondement de la montagne. Ici, Nuages flottants est sorti l'année d'après, en 1955, et fête d'ailleurs ses 70 ans, en sortie japonaise. Et ce n'est pas la première fois qu'ici il adapte un roman de Fumiko Hayashi, qui était un de ses auteurs préférés, mais Naruse était un grand lecteur, même qui cite Bel Ami de Maupassant à un moment, voilà. C'est une véritable tragédie que ce métrage, dans lequel on retrouve actrices et acteurs fort célèbres, que ce soit avant ou après le film, qui ont tourné chez Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, bon bref, la crème du cinéma japonais. L'héroïne, c'est Hideko Takamine qui l'interprète, qui a commencé très très jeune, et qui en était peut-être déjà à son 50e film, j'exagère à peine, alors qu'elle avait 30 ans à l'époque. Voilà. Il y a à ses côtés le héros antagoniste en même temps, on va y revenir, est joué par Masayaki Mori. Il y a aussi Mariko Okada ou Daisuke Kato, pour ne citer que les principaux. Et nous sommes ici dans un Japon après Seconde Guerre mondiale, un contexte que j'apprécie particulièrement cinématographiquement parlant, parce que ça donne lieu à une réflexion donc, de ce pays à travers l'art, comme beaucoup de films qui ont été faits à la fin des années 40 ou dans les années 50, que ce soit par Kurosawa, Chien enragé, L'Ange ivre, ou Ozu, évidemment. Et ça implique un regard particulier avec une certaine mélancolie. Alors, avec Naruse, c'est décuplé, on va dire, dans une forme de tristesse. Parce que là, ça va fort. On suit une certaine Yukiko qui revient d'Indochine, française à l'époque, complètement dévastée mentalement, déracinée, et elle espère à Tokyo retrouver l'homme qu'elle aime, un certain Tomioka, pour qui elle a travaillé en Indochine. Ce monsieur, il bosse pour le ministère de l'Agriculture et des Forêts, bref, pas très important ça. Et quand ils ont eu cette amourette, que l'on va voir en flashback, fait cinématographique, narratif très intéressant ici, eh bien, le monsieur lui avait promis monts et merveilles, le bonheur et l'amour éternel. Mais retour à la réalité de l'après-guerre, retour au Japon. Ce monsieur est marié déjà, et il ne veut pas divorcer de son épouse, qui en plus est un peu malade, enfin elle va vraiment l'être dans le film en tout cas. Ainsi Yukiko, elle est recalée, alors gentiment au début, compliqué quand même, et puis elle va revenir vers lui, c'est-à-dire que le film va être fait de séparation et de retrouvailles, et on ne sait pas trop, de beaucoup de balades aussi, de marches. Et entre-temps, on comprend aussi que Yukiko, elle a quitté à l'époque Tokyo parce qu'elle avait été abusée par son beau-frère. Donc, dans ce faux paradis qu'est l'Indochine, elle a trouvé l'amour ultime. Et là, elle retourne en enfer, doublement, parce que finalement, pas de bonheur possible. Et elle recroise cet homme qui a abusé d'elle. Et elle va errer, clairement, dans les rues. Elle va faire ce qu'elle peut. Elle va s'abandonner aussi à un soldat américain. Ça en dit long, quand même. Et on est dans un cinéma d'errance sociale, amoureux, tragique, sans rentrer dans le pathos non plus. C'est un film bougrement dense. Et oui, c'est un monument, clairement. Le grondement de la montagne m'avait plu par une certaine forme de simplicité, façon de parler quand même. Là, on va plus loin. Quand bien même on garde le style Naruse, selon moi, ne serait-ce que certaines discussions, certaines promenades où on parle. Dès le début, j'ai pensé au grondement de la montagne parce que le premier moment où ils vont discuter entre eux en marchant, ils longent des palissades. On voit ça vraiment dans le film dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Mais après, on a du cinéma ici qui
on va dire, implique le spectateur à fond et qui n'est pas forcément facile d'accès de prime abord. Alors j'en attendais beaucoup parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien et que j'avais apprécié donc ma découverte, ma porte d'entrée dans le cinéma de Naruse. Ce qui est certain, c'est que je suis sorti du visionnage, pas dubitatif parce que j'ai bien compris la grandeur du truc, mais j'étais là en mode, il me résiste un peu. Je vais attendre pour faire la vidéo, me disais-je, donc je l'ai vu en matinée. Hein. Là je fais cette vidéo en fin de journée. Je comptais la faire le lendemain. Et je me dis que par rapport à tout à l'heure, mon avis a déjà évolué et je l'apprécie d'autant plus, le film. Et que si j'avais attendu le lendemain, j'aurais encore plus aimé. C'est quelque chose qui reste, qui hante. Parce que ce qui se passe là, ça touche vraiment à une sorte de tragédie hyper réaliste, même si c'est filmé, c'est du cinéma. Je ne dis pas qu'il y a une forme de poésie, c'est plutôt de la mélancolie tragique. Mais on a de l'influence du néoréalisme là-dedans. Il y a quelque chose qui me fait penser à ça. C'est difficilement explicable, mais je sais pas, Rossellini, tout ça, quoi. Et il y a ce regard qui est dans le contexte, une chape de plomb absolue sur un Japon qui ne... 55 le film, donc il a dû être tourné en 54, fatalement. On est à peine 8 ans après les faits, on est en 46 là. Et tu le sens encore que dans la diégèse et la façon dont le film est posé, ça respire encore le contexte de l'époque. Un Japon qui ne s'est pas relevé encore, alors qui commençait à se relever quand même, mais c'est dur. Et là, alors 46, on est en plein dedans. L'arrivée, donc le retour au Japon de Yukiko avec d'autres personnes, on le voit là, c'est assez dur. L'espoir qui renaît directement parce qu'elle retrouve cet homme, mais en fait, très vite, elle va déchanter. Et alors, le film il est exigeant dès le début avec nous parce que sans véritable transition, on nous replonge dans le flash, enfin, on nous plonge dans le passé, la rencontre, enfin, donc comment cet amour est né en Indochine. Et c'est bizarre parce que si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez avoir une sorte de flottement, le fameux flottement du nuage, hein, nuage flottant, sur la façon dont on transitionne d'un seul coup, assez brusquement, dans ce passé. Mais ça se voit très vite, c'est pas tout à fait la même clarté au niveau de l'éclairage, et la coiffure de Yukiko est beaucoup plus pimpante, et, voilà, un peu plus... on sent qu'elle va croire en quelque chose, pourtant elle est partie à la guerre, enfin travailler en Indochine parce qu'elle a fui un viol, hein, c'est clairement établi après, très vite dans le film. Mais donc là on la revoit, c'est beaucoup plus sombre. Et puis on voit le contexte de ce Tokyo qui est en reconstruction, avec beaucoup de pauvreté, ça on le voyait dans L'Ange ivre de Kurosawa par exemple. Et c'est dur, parce que après il va rejouer sur ces transitions qui sont assez abruptes. Il y a une scène à un moment où ils vont se réembrasser dans le présent, et on va... Oui, et puis hop, le baiser se finit dans le passé, ou l'inverse, s'embrasse dans le passé, et hop, ça se finit dans le présent. Et là, le message, il est violent et clair, c'est-à-dire que là, c'est l'amour impossible, hein, on comprend très vite que ça se terminera pas bien, même si elle s'accroche, la tragédie du truc, c'est qu'elle s'accroche, alors que le gars, il est détestable avec elle, et il picole, et puis bon, en plus, il perd sa femme en plein milieu, bon bah, il n'y a pas de spoiler là-dessus, mais c'est le désœuvrement absolu, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que lui aussi, il a été détruit par la guerre, mais il ne va pas forcément essayer de se reconstruire, ni essayer de construire cet amour, et il va la laisser de côté, elle, donc... il y a une forme de goujaterie bien violente là, et donc elle ne peut qu'à s'accrocher à cela parce que entre temps elle est presque sans domicile fixe ou pas, elle est logée, mais elle s'abandonne à un soldat américain, donc à un moment voilà, le contexte il est là, le Japon déconstruit de l'époque en pleine tragédie, et on le voit encore, les réminiscences de la guerre. Oui, bah, ce soldat il a l'air sympathique comme ça, mais bon, finalement hein, c'est pas top. Il n'y a aucun avenir avec elle, c'est juste qu'elle essaie de subvenir d'une manière bizarre. Bah, je ne dis pas les mots, mais vous l'avez compris, quoi. Et le message du film, je vais y revenir, le film, je suis encore imprégné, je suis encore un peu dedans, c'est que cet amour absolu a été construit dans un faux paradis, dans une parenthèse horrible, qui est la guerre. Hors du Japon, dans cette Indochine française, donc un petit peu tropicale, mais ça ne pouvait pas durer. Après, le retour à la réalité, il est d'une violence absolue, et pour tout le monde au final. Parce que la tragédie, elle va toucher à peu près tous les personnages. Hein. De près ou de loin, bah, il va en plus, Tomioka, c'est pas que son épouse, machin, il va avoir une autre maîtresse à un moment. Ça va très mal se terminer autour de cette maîtresse, j'en dis pas plus, mais c'est l'absolu
désœuvrement, et tu ressors de ce film dépité avec les personnages, parce que voilà, bon, la façon dont ça se termine hors de Tokyo, hein, ça repart ailleurs, peut-être un nouveau départ, mais très vite quand les personnages partent vers cet ailleurs, tu comprends que ce n'est qu'un au revoir. Il y a cette chanson, alors c'est du folklore écossais de base, mais ça a traversé les frontières, et c'est quelque chose qui est très utilisé au Japon dans la culture et à l'époque. Une chanson de séparation, de départ, qui est jouée à un moment où on sent qu'il pourrait y avoir un nouvel espoir. Pas du tout. Voilà, c'est un film très gris, très mélancolique, très âpre, et d'une densité narrative et psychologique assez forte, qui en dit long, donc, qui est très social. On voit comment ce Japon essaye de continuer à être tel qu'il a pu être avant, mais c'est compliqué. C'est un film qui montre que le Japon n'est plus vraiment le Japon, qui tente d'être autre chose, mais tout en étant le Japon, avec la présence américaine là, avec une manifestation d'ouvriers communistes aussi à un moment, on reconnaît l'international. En filigrane comme ça, c'est passionnant. Et Ozu, donc lui-même, s'est prosterné devant ce film. Kurosawa l'adore aussi. Ouais, bah, c'est un film qu'il faudra revoir. Je pense qu'il ne m'a pas révélé tous ses secrets. Jusqu'au titre d'ailleurs, Nuage flottant, pourquoi? Peut-être qu'il est impalpable ce métrage, il est assez éthéré aussi. Il est très loin du pathos, mais on est dans une tragédie quasi mélodramatique par moment, qui est très particulière et que j'avais rarement ressenti dans le cinéma, même japonais, qui parle du contemporain. On va peut-être y voir aussi des ponts avec la vision vers ce Japon féodal, à la Mizoguchi peut-être, mais là ici avec le réalisme de la société d'époque. Ouais, ça peut être un petit bijou sur la durée, ce film. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Nuages flottants. C'était pas facile d'en parler, hein, je l'avoue, c'était pas facile. Je me suis dit, je vais le faire là, parce que est-ce que demain j'aurais été capable d'en parler? Ce film, il m'a fait cet effet. J'ai été incapable d'en parler très à chaud. À un moment, je me suis dit que je serais incapable d'en parler le lendemain, donc je fais ça dans un entre-deux, là. Mais je suis content d'avoir exorcisé, entre guillemets, mon ressenti sur un film, et bah ouais, qui résiste un peu, mais qui gratte, et qui s'avère en effet être un vrai monument du cinéma japonais. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.